Bonjour à tous. J'ai la tâche de présenter le premier orateur, Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui professeur au Collège de France sur la chaire de paléoanthropologie. Jean-Jacques a dirigé et fondé de 2004 à 2022 au Max Planck à Leipzig le département d'évolution humaine. Il a enseigné sur toute la planète, on va dire, aux États-Unis, en France. Et ce qui est très important, c'est la recherche qu'il mène depuis tant d'années. Et toujours à cette pointe de cette recherche, il développe notamment au Max Planck la paléoanthropologie virtuelle. Alors ça peut paraître un terme très tendance, sauf que il nous donne accès aujourd'hui aux encéphales des populations très anciennes, spécialistes de Néandertal et de Sapiens, et de l'homme moderne, comme on dit aujourd'hui. Bien avant l'ADN, c'est lui qui propose un modèle de coévolution de ces deux humanités. Et toujours à la pointe de cette recherche, juste avec un feeling et on va dire une intuition particulière sur ce site de Djebel Irhoud qu'il connaît très très bien. En 2017, il découvre le plus vieil homme moderne, ce fameux Djebel Irhoud de 2017, et il en ajoute et il continue. 2021, il publie avec son équipe une découverte du plus vieux homme moderne, à Bachokiro. Donc je te laisse la parole, tu vas nous emmener dans cette histoire lointaine, celle des origines et la nôtre en fait. Bonjour, bienvenue à tous et merci d'être venus assez tôt le matin pour suivre cette présentation. Donc cette présentation a été intitulée il y a 40 000 ans, mais vous allez voir qu'on va remonter beaucoup plus loin dans le temps. Il existe aujourd'hui une seule espèce humaine, j'allais dire heureusement, et cette espèce humaine, elle est extrêmement homogène. Il y a des variations d'un coin à l'autre de la planète, mais ce sont des variations assez cosmétiques. Et cette grande homogénéité de l'espèce humaine, elle est liée au fait que tous les hommes actuels ont une origine commune assez récente, en fait. Alors quand je dis récente, je veux dire à l'échelle des temps géologiques, puisque les ancêtres de l'homme ont une histoire qui court sur environ 7 millions d'années. Et à l'échelle de ces 7 millions d'années, notre espèce est apparue assez récemment. Ce schéma vous montre une espèce d'arbre phylogénétique des différents groupes d'hominines, c'est-à-dire de parents de l'homme qui étaient présents sur Terre au cours du dernier million d'années. Et vous voyez que si on remonte dans le temps, pas très loin, alors quand je dis pas très loin, je veux dire au-delà de 40 ou 50 000 ans, alors ça peut vous paraître très très long, 50 000 ans, mais comparé à 7 millions d'années, c'est très court. Mais en fait, cette situation qui à nous paraît la situation normale d'une espèce humaine répandue plus ou moins partout sur la planète, eh bien, on constate donc dans le passé une situation complètement différente. C'est-à-dire qu'à peu près à n'importe quel moment du passé, au cours de ces 7 millions d'années, il y a eu sur Terre plusieurs espèces humaines. Donc des différences d'une région à une autre qui sont d'un ordre de grandeur complètement différent de ce qu'on peut observer aujourd'hui. Alors quand je dis espèce, vous voyez à droite de cette image, il y a une petite créature là qui se tient debout devant une dame en silhouette, qui est une femme moderne. Et cette petite créature, c'est une de ces espèces qui vivait il y a encore 50 000 ans en Indonésie, qu'on appelle Homo floresiensis. Et vous voyez qu'on a affaire à des créatures qui sont vraiment très, très, très différentes de ce que nous imaginons comme des hommes. Alors, sur ces espèces qui ont existé au cours des derniers, disons, 500 000 ans, on a tout un groupe d'espèces qui est représenté là, ici, par ces barres rouges, jaunes, vertes, qui sont des espèces qu'on va appeler des espèces à grand cerveau. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, elles ont un grand cerveau, et ce grand cerveau, il a tendance à grossir au cours de leur évolution, et il a tendance à grossir parce que, en fait, elles sont toutes plus ou moins soumises à la même pression de sélection qui va vers plus de complexité dans le comportement.
Et cette complexité dans le comportement, évidemment, elle est rendue possible par un cerveau de plus en plus performant. Ce cerveau de plus en plus performant, c'est un avantage, mais c'est un organe qui a aussi un coût assez important, en particulier un coût énergétique. Votre cerveau consomme à peu près 10 fois plus d'énergie que la moyenne des autres tissus de votre corps. Alors je vais spoiler un peu ma présentation parce que je vais vous donner la fin de l'histoire tout de suite. Parmi ces espèces à grand cerveau, on a une espèce qui évolue en Afrique, alors qui est appelée ici homme moderne, c'est l'Homo sapiens, c'est notre espèce, alors qu'en Eurasie, on a d'autres groupes d'hominines à grand cerveau, comme l'homme de Néandertal, que vous connaissez certainement, les Denisoviens, sans doute d'autres. Et il y a, disons, entre 200 000 et 50 000 ans avant le présent, eh bien, il y a une sortie d'Afrique de ces Homo sapiens qui vont non seulement pénétrer dans le territoire des autres espèces, mais en fait les remplacer. C'est un remplacement avec des fuites, ils vont les absorber un petit peu, mais ils vont essentiellement les remplacer. Et dans le fond, une des questions essentielles pour les paléoanthropologues, c'est de comprendre le pourquoi en fait de cet événement, qui est sans doute l'événement le plus important de toute l'évolution humaine au cours de ces 7 millions d'années, puisque je vous l'ai dit, cette exclusivité d'une espèce ne s'était jamais présentée auparavant. Alors ces Homo sapiens dont je vous ai dit qu'ils ont évolué en Afrique, on les connaît depuis environ 300 000 ans. Voilà ce site de Djebel Irhoud que Carol Fritz a évoqué, où nous avons travaillé pendant de nombreuses années. Donc on y a découvert des formes qui sont proches de l'homme actuel, qui ne sont pas identiques à l'homme actuel, qui sont reconstituées ici. Et ce qui est intéressant avec cette découverte de Djebel Irhoud, c'est que non seulement elle a vieilli les premières formes d'Homo sapiens que nous connaissions, puisqu'on est remonté à 300 000 ans, mais surtout le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que, en fait, ce qu'elle a montré, cette découverte surtout, c'est que ce processus d'apparition de ce qu'on appelle l'homme moderne, c'est un processus panafricain, c'est pas localisé dans une sorte de jardin d'Éden, c'était le terme qu'on utilisait jusqu'alors. Et vous allez voir qu'on était très biblique, ça n'est pas non plus une apparition adamique, c'est pas une apparition soudaine comme ça d'un homme comme nous. En fait, c'est un processus assez progressif, et notamment quand on considère l'anatomie de ces premiers Homo sapiens à Djebel Irhoud, ce sont surtout des caractères de la face et de la denture qui les rapprochent de l'homme actuel. Cet homme, il a une face de quelqu'un que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Pas très différent. Mais d'autres aspects de son anatomie sont assez différents, et notamment ce qui concerne le cerveau. Ne vous effrayez pas. Ce que vous montre ce diagramme, c'est une analyse en morphométrie 3D, c'est-à-dire l'utilisation d'outils mathématiques pour analyser la forme, l'organisation des différentes parties du cerveau, dans la mesure où on y a accès sur des fossiles. Et ce que vous voyez sur ce diagramme, ce sont ces triangles verts et rouges qui montrent en fait l'évolution du cerveau chez ces formes à grand cerveau comme l'homme de Néandertal ou les Homo erectus qui ont précédé. Et dans cette analyse, ce qui se passe tout le long de l'axe horizontal, c'est un changement de taille, et ce qui se passe le long de l'axe vertical, c'est un changement de forme. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces hommes de Néandertal, qui sont représentés en rouge, en fait, témoignent d'une augmentation de la taille du cerveau, dans le fond, sans changement d'organisation, sans changement de forme très important. Ils ont juste un cerveau de plus en plus gros, et même très gros à un certain moment, à la fin de leur évolution. Et les polygones bleu-violacés que vous voyez présentent différents groupes d'Homo sapiens plus ou moins anciens. Et ce qu'on voit sur ce diagramme, c'est qu'en fait, depuis 300 000 ans, notre espèce a suivi une sorte de chemin de travers, c'est-à-dire que
elle a amélioré ses capacités cognitives, non pas par une augmentation de la taille, mais par un changement de forme, un changement de structure. Et on sait qu'il y a un certain nombre de mutations génétiques qui sont passées pendant cette période-là. Alors pourquoi c'est important ? Bien parce que, je vous l'ai dit, le cerveau coûte cher. Et notre espèce a réussi, si je peux dire, avec un investissement énergétique moindre, à améliorer de façon considérable ses capacités cognitives. Et on le voit notamment dans les industries lithiques, ça sont des objets de pierre taillée qui viennent de Djebel Irhoud. Ils appartiennent à ce qu'on appelle en Afrique le Middle Stone Age, hein, c'est un type d'outillage que je ne vais pas décrire maintenant, mais qui apparaît avec Homo sapiens dans différents coins d'Afrique. On a des sites qui sont autour de 300 000 ans, qu'on trouve au sud, à l'est de l'Afrique. Les plus anciens sont en Afrique du Nord, ce qui était un petit peu inattendu au moment de nos publications de Djebel Irhoud. Et ce qu'on voit au sein de ce Middle Stone Age, au cours, disons, des 200 000 ans qui vont suivre, c'est d'une part une différenciation régionale, donc des espèces d'ensembles régionaux avec des traits culturels particuliers. Et puis surtout, on va voir apparaître des comportements qui sont des comportements nouveaux chez les hommes, chez les hominines, ceux d'Afrique comme les autres, avec le développement de ce que les archéologues appellent des objets non utilitaires. Alors, qu'est-ce que ce sont des objets non utilitaires ? Eh bien, sont, par exemple, ces perles fabriquées avec des coquillages percés, qu'on trouve parfois par centaines dans certains de ces sites. Ici, ce sont des sites marocains. Dans certains de ces sites, on en trouve une grande quantité. Ces objets témoignent d'une complexité sociale de plus en plus élevée. Pourquoi ? Eh bien parce que ces objets, dans les populations de chasseurs-cueilleurs récentes, sont des objets qui témoignent du statut des individus, du statut à l'intérieur des groupes, parfois de l'identité des groupes les uns par rapport aux autres. Ils sont aussi parfois utilisés dans des échanges. Et donc on voit à travers ces objets une complexification sociale qui jusqu'à présent était assez évanescente. Alors ces hommes, je vous ai dit, vont sortir d'Afrique. Au départ, on pense que ce qui provoque cette sortie d'Afrique sont essentiellement des causes environnementales. On a en Afrique, au cours des derniers 500 000 ans et même avant, des épisodes de ce qu'on appelle le Sahara vert, hein, c'est-à-dire des périodes de quelques milliers d'années pendant lesquelles le Sahara se couvre de savanes, de fleuves, de lacs. Et dans ce paysage vivent des animaux et des hommes qui les chassent, qui les exploitent. Donc il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à une zone géographique gigantesque. Hein. Le Sahara, c'est grand comme les États-Unis d'Amérique, hein, même un peu plus grand. Hein. Et donc on a ces hommes qui peuplent toute cette région. Et comme ces épisodes de Sahara vert font sentir leurs effets sur des zones désertiques qui sont situées plus à l'est, en particulier au Proche-Orient, dans la péninsule arabique, eh bien, ces populations qui vivent dans ces environnements de savane, eh bien, de façon un petit peu passive, c'est pas une migration, hein, c'est plutôt une diffusion, eh bien, étendent leur territoire jusqu'au Proche-Orient, et on voit sur le territoire actuel d'Israël, on a des sites qui datent d'il y a 180 000 ans, 190 000 ans, où on trouve ces populations d'origine africaine. Et dans ce processus d'expansion hors d'Afrique, ces Homo sapiens vont rencontrer les autres, hein, en particulier l'homme de Néandertal. Et dès cette époque, 300 000 ans, hein, on remonte à l'époque de Djebel Irhoud, on a des indices d'échanges génétiques entre ces deux espèces. Et ces échanges génétiques, on pense qu'ils ont eu lieu au Proche-Orient, en particulier le chromosome Y et l'ADN mitochondrial des néandertaliens plus tardifs, on pense qu'il est d'origine africaine. À partir de 50 000 ans,
cette situation, donc ce balancement lié à des conditions environnementales, va changer complètement parce qu'on va voir des Homo sapiens d'origine africaine étendre leur territoire beaucoup plus au nord. Par exemple, ce fossile, c'est un fémur. Alors, ça vous paraît être un reste bien misérable, mais pour un paléontologue, il est tout à fait remarquable parce qu'il a une morphologie qui est une morphologie d'un fémur moderne, d'un fémur d'homme actuel. Et surtout, on a un ADN très très bien conservé dans ce fémur qui est un ADN d'Homo sapiens, ce n'est pas un ADN de néandertalien. Alors c'est un ADN qui est ni asiatique, ni européen, un peu africain. C'est vraiment l'ADN de ces premiers migrants modernes hors d'Afrique, loin vers le nord. Et on le trouve en Sibérie occidentale à plus de 50 degrés de latitude nord. Donc ces gens-là vont très très au nord, assez vite, autour de 45 000 ans. Et on voit à peu près à la même époque se développer des types d'outillage en Eurasie qui sont des types nouveaux, dont on pense qu'ils sont des marqueurs de cette expansion dans les latitudes moyennes de l'Eurasie de notre espèce. C'est ce qu'on appelle le paléolithique supérieur initial, qui a été d'abord décrit dans le Negev, au Proche-Orient, et puis en Syrie, en Turquie, et puis on l'a découvert aussi en Europe de l'Est, en Asie centrale, et même assez loin vers l'Est, jusque dans l'Altaï, et même jusqu'en Mongolie. On a réussi, il y a quelques années, à trouver des restes humains dans ce paléolithique supérieur initial, en particulier dans un site qui s'appelle Bachokiro, qui est en Bulgarie, où mon équipe a travaillé assez longtemps. Voilà ce site. On a eu la chance de pouvoir étudier ce peuplement très très ancien par des hommes modernes de l'Eurasie. Alors, ce qui est très intéressant dans ce paléolithique supérieur initial, c'est que, évidemment, les préhistoriens souvent sont plutôt intéressés par les outillages lithiques. C'est ce qu'on trouve en abondance, c'est ce qui est le plus facile, si je peux dire, à étudier. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve, en association avec ces hommes, en association avec cette expansion vers le nord, des objets non utilitaires, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure. Alors, il ne s'agit plus de coquillages, il s'agit maintenant de dents de carnivores qui ont été travaillés, percés, d'objets en ivoire, de mammouths, des anneaux, des choses comme ça. Et donc on a publié il y a quelques années ces découvertes de Bachokiro tout à fait étonnantes, qui nous ramènent il y a 44 000 ans dans le passé. Et ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est d'une part qu'on peut soumettre à Nature 2 fois la même couverture à quelques années d'intervalle et que ça se passe finalement assez bien. Mais surtout, ce que ça vous montre, c'est que j'avais publié à la fin des années 90 des objets très très similaires associés à des hommes de Néandertal de cette période de transition. Et ces découvertes de Bachokiro, qui sont un peu plus anciennes, dans le fond, alimentent cette idée que dans cette expansion des Homo sapiens dans le territoire des Néandertaliens, eh bien, dans le fond, il y a des interactions très complexes avec les populations locales. Je vous ai parlé d'hybridation tout à l'heure, mais il y a aussi probablement la diffusion d'innovations comportementales. Et on a l'impression que les derniers Néandertaliens sont en quelque sorte acculturés par ces migrants d'origine africaine, et ils sont probablement aussi en partie hybridés, et donc ils adoptent un certain nombre de ces comportements nouveaux. L'autre chose qui est intéressante, c'est que quand on regarde l'ADN de ces formes anciennes d'hommes modernes en Europe, ce qui est représenté à gauche, ce sont les chromosomes d'un individu de Bachokiro. Vous voyez des petites barres bleues qui correspondent à des introgressions d'ADN néandertalien. Donc cet ADN néandertalien, c'est un ADN néandertalien qui a été hérité de ses contacts au Proche-Orient avant l'arrivée en Europe. Mais vous voyez aussi des grandes
des grands secteurs bleus sur ces chromosomes qui, eux, témoignent d'une hybridation locale beaucoup plus récente, et aussi d'une histoire complexe, parce que dans le fond, on a ces hommes de Bachokiro qui ont au moins un ou une ancêtre néandertalienne dans leur ascendance, quelques générations avant, mais on a pas loin, dans un site de Tchéquie qui est Zlatikun, cette femme qui est donc une de ces femmes, une de ces migrantes d'origine africaine qui elle, n'a apparemment, enfin en tout cas son groupe, aucun contact avec les populations locales. Donc une histoire assez complexe. Et cette histoire complexe, on la voit à travers aussi les outillages qui sont associés à ces hommes. Vous voyez, l'Europe de cette époque-là, c'est un patchwork de différents types d'outillages, quelque chose d'assez complexe qu'on s'évertue à débrouiller de plus en plus. Ce qu'on a dans ce qu'on comprend maintenant de ce patchwork, c'est qu'en fait, et c'est quelque chose d'un petit peu contre-intuitif d'une certaine façon, c'est que ces migrants qui viennent en Europe, eh bien, c'est pas le climat qui les pousse là, parce que d'abord, ils arrivent dans une Europe qui est beaucoup plus froide que l'Europe actuelle. Bachokiro, il fait un climat qui est le climat de la Norvège actuelle. Et puis, dans le fond, ils vont coloniser d'abord le nord de l'Europe avant de venir remplacer les Néandertaliens plus au sud. Et évidemment, on a tendance à penser que c'est surtout à cause d'une capacité technique de ces populations de s'adapter à des environnements qui sont des environnements difficiles. Mais je pense aussi, et c'est là-dessus que je voudrais finir, que c'est cette complexité sociale que j'ai évoquée tout à l'heure qui est plus grande dans ces populations, qui est probablement pour eux le moyen le plus efficace, le plus important de s'adapter à ces conditions de milieu difficiles. Pourquoi ? Bien parce que notre espèce, peut-être plus que les autres, est une espèce qui est capable de construire des réseaux d'individus qui sont solidaires, et ces réseaux sont des réseaux qui vont très au-delà des réseaux familiaux, c'est-à-dire que nous nous sentons solidaires d'autres hommes qui vivent loin, que nous ne connaissons pas, que nous ne rencontrerons jamais, mais qui partagent avec nous un certain nombre de croyances. Et on voit se développer des religions chez ces homo sapiens anciens de l'Eurasie, des systèmes de valeurs, une langue, quelque chose qui fait qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur ceux qui vivent de l'autre côté de la montagne ou de l'autre côté du fleuve. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis je remercie l'ANR qui, je l'ai appris il y a quelques jours avant de venir ici, va financer un de mes nouveaux projets sur ces remplacements des homo sapiens.